Bonjour Jean-François Julliard. Bonjour. Donc vous êtes le directeur général de Greenpeace France depuis 2012. Avant cela, vous étiez le secrétaire général de Reporters sans frontières. Et vous publiez aux éditions du Seuil, dans la collection Don Quichotte, On ne joue plus, manuel d'action climatique et de désobéissance civile. Alors d'abord un mot de vocabulaire. Vous parlez de réchauffement climatique, de dérèglement climatique ou d'urgence climatique? On parle plutôt de dérèglement parce que c'est un réchauffement global mais qui passe par des dérèglements, donc des périodes plus froides avec plus de précipitations aussi. Donc aujourd'hui il faut faire comprendre au grand public qu'il s'agit avant tout de dérèglement climatique parce que parfois le réchauffement est vu comme quelque chose de positif alors que les dérèglements ne le sont pas. Et la réalité est que cette crise n'est pas quelque chose de positif. Donc c'est une crise climatique qui s'appuie sur des dérèglements. Alors vous faites quand même un constat d'urgence, un constat très pessimiste. Tous les signaux climatiques sont au rouge, d'après vous? C'est pas moi qui dresse ce constat-là, parce que moi je ne fais que reprendre finalement les alertes qui ont été lancées il y a quelques jours encore par notamment les experts du GIEC, ce groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme, qui ne cesse de nous dire qu'on a de moins en moins de temps pour tenter de régler cette crise climatique et de limiter les impacts les plus importants et les conséquences les plus graves. Et ce sont ces scientifiques qui disent qu'aujourd'hui l'urgence est là, l'urgence est réelle, que les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas suffisamment vite, donc les dérèglements climatiques se poursuivent et on va devoir faire face à un monde différent dans les années à venir, fait de plus de périodes de sécheresse, de plus d'épisodes caniculaires, de plus de phénomènes de précipitations extrêmes, donc des événements météorologiques extrêmes auxquels il va falloir qu'on fasse face parce qu'aujourd'hui cette crise climatique est bien là. Et le temps qui nous reste, c'est pas 100 ans, c'est pas un siècle, c'est 10, 15, 20 ans? C'est ce que disent encore une fois les climatologues et les scientifiques du climat, qu'il nous reste globalement entre 10 et 15 ans pour tenter d'infléchir le cours des choses. C'est ce qu'ils ont annoncé dans un rapport publié en octobre dernier et c'est ce qui a un peu précipité ou augmenté ce mouvement climat dont je parle aussi dans le livre. C'est qu'on s'est rendu compte que ce qu'on prévoyait en termes d'impact des dérèglements climatiques à l'horizon de la moitié du siècle pouvait arriver dès 2030, 2035 et 2030-2035, ça s'accélère. On parle de choses qui sont à une échelle de temps très, très, très courte. Alors dans un chapitre de votre livre, vous évoquez ce que vous appelez l'inaction coupable des gouvernements. Les responsables politiques, d'après vous, ils n'ont pas encore compris justement l'urgence, malgré les accords de Paris en 2015, malgré les objectifs de réduction des gaz à effet de serre? En fait, je pense qu'ils ont saisi l'urgence, parce que je pense qu'ils ne sont pas stupides, loin de là. Ils ont saisi cette urgence-là, mais en revanche, ils ne sont toujours pas capables de faire preuve d'une réelle volonté politique qui mette en œuvre des politiques publiques qui correspondent à cette urgence. Et aujourd'hui, on le voit, les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas suffisamment, y compris en France, mais on pourrait parler de la situation de beaucoup d'autres pays, qui est bien pire encore parfois. Et les gouvernements, finalement, ne font pas ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire qu'ils vont signer en 2015, effectivement, en décembre 2015, l'accord de Paris, à la fin de la COP21, cette grande conférence mondiale pour le climat dont tout le monde se souvient. L'idée, c'est de limiter les hausses de température à 2% maximum, et si possible, 1,5 degré. Si possible, 1,5 degré. Mais pour ça veut dire qu'il faut changer profondément nos sociétés, changer profondément nos modes de production, nos modes de consommation, les manières avec lesquelles on se chauffe, les manières avec lesquelles on se déplace, les manières avec lesquelles on produit tous les biens dont on a besoin, et les manières avec lesquelles on produit notre alimentation. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans le dernier rapport du GIEC. Il faut changer profondément notre système alimentaire mondial. Et malheureusement, on sent bien qu'aujourd'hui, l'immense majorité des gouvernements sur la planète ne sont pas en mesure de mettre en place des politiques publiques à la hauteur de ce qu'ils ont signé en bas de la page en décembre 2015. Comme le GIEC, vous pensez que notre alimentation est en partie, notre façon de nous alimenter est en partie responsable de l'aggravation du dérèglement climatique? Oui, absolument. C'est la manière dont on s'alimente et notamment le fait qu'on a aujourd'hui une alimentation qui repose encore trop majoritairement sur des protéines animales et donc des produits carnés, donc la consommation de viande et de produits laitiers, fait qu'il y a une déforestation importante dans beaucoup de régions du monde parce qu'on va couper en fait des forêts pour planter du soja, pour nourrir le bétail, au Brésil notamment, ou en Argentine, pour nourrir du bétail qu'on va consommer ensuite dans différents pays de la planète. Et c'est vrai que si on ne change pas notre système alimentaire, la manière avec laquelle on produit notre alimentation, la manière avec laquelle on consomme notre alimentation, si on ne réduit pas le gaspillage alimentaire, alors on ne parviendra pas, et encore une fois ce sont les experts du GIEC qui l'ont dit la semaine dernière, on ne parviendra pas à diminuer suffisamment les émissions de gaz à effet de serre. Alors on parle beaucoup de transition énergétique, vous en parlez aussi dans le livre. Vous êtes de ceux qui pensent qu'on pourrait se passer
assez rapidement des énergies fossiles, c'est-à-dire essentiellement du charbon et du pétrole? Il faut le faire. De toute façon, là aussi, les scientifiques nous ont dit qu'on devrait déjà laisser 2/3 des hydrocarbures connus, donc je ne parle même pas de ceux que les entreprises pétrolières se disent vont rechercher dans les années à venir. 2/3 des hydrocarbures connus devraient déjà rester dans le sol. Ça veut dire qu'il faudrait se débarrasser du charbon dans les années qui viennent. Mais quand je dis dans les années qui viennent, c'est dans les 5-10 années qui viennent. Il faudrait qu'on arrête de consommer du charbon. Et je vous interromps. Comment est-ce qu'on pourrait remplacer dans les 5 ans qui viennent j'ai lu que le charbon et le pétrole, ça représente encore 60% au niveau mondial de l'énergie. D'où la difficulté des gouvernements à mettre en place ces politiques publiques cohérentes avec l'ambition. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté cette urgence qui est décrite de manière de plus en plus précise par les scientifiques et en face une incapacité à prendre ces mesures-là. Mais une incapacité parce qu'il faut aujourd'hui que les responsables politiques s'attellent fortement à une vraie transition énergétique. Peut-être qu'on ne pourra pas se passer des énergies fossiles en 10-15 ans, mais si on ne commence pas et si on n'impulse pas cette dynamique-là très fortement aujourd'hui, et ça passe par des changements dans le domaine des transports, dans le domaine de la production d'électricité, dans le domaine du chauffage, donc ça passe par des bouleversements profonds de nos sociétés. Mais ces bouleversements profonds sont absolument indispensables aujourd'hui. C'est plus qu'un bouleversement, c'est presque une révolution sociétale et de production d'énergie. Et il n'y a aucun gouvernement aujourd'hui dans le monde qui propose ces solutions-là. Non, aujourd'hui, malheureusement, aucun gouvernement ne propose ça parce que ça paraît... ça paraît extrêmement important et ça l'est effectivement extrêmement important. Mais encore une fois, on n'a pas le choix. La question n'est pas de se dire comment est-ce qu'on peut le faire ou pas. C'est qu'il faut tout de suite le faire, tout de suite enclencher cette transition énergétique à grande échelle. C'est le modèle économique, c'est le modèle capitaliste Alors c'est le modèle économique, c'est le modèle capitaliste parce que le modèle capitaliste, le modèle économique dominant aujourd'hui dans le monde repose sur une logique croissantiste et productiviste. Donc à vouloir toujours produire plus, que ce soit dans notre alimentation, produire plus d'énergie, produire plus de biens, on ne fait que faire s'envoler les émissions de gaz à effet de serre. Mais cette transition, on ne peut pas se faire du jour au lendemain. On ne peut pas non plus, comment dirais-je, ralentir des secteurs entiers de l'économie, ça va créer du chômage. Donc le dirigeant, il doit penser à tous les leviers qu'il actionne. Oui, mais c'est pour ça qu'on parle de transition. Et une transition, ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous avez raison. Oui. Ça ne peut pas se faire en 5 ans, mais encore une fois, on a 10 ou 15 ans. Donc il faut y aller, et il faut y aller très fort. Oui, ça veut dire que des secteurs économiques vont disparaître. La production d'énergie fossile doit disparaître. Donc ça veut dire qu'il faut tout de suite enclencher une transition pour effectivement éviter que des milliers, des centaines de milliers de personnes se retrouvent sur le carreau et perdent leur emploi. Quel rôle on vient de parler un peu des politiques, quel rôle pour les citoyens, pour les consommateurs? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Changer leurs habitudes de consommation? Manifester tous les week-ends? Est-ce que ça va suffire? Faire le tri sélectif? Tout ça, ce sont des opérations, on dirait un peu à la marge. Oui, alors tout le monde a un rôle à jouer. Bien sûr que les citoyennes et les citoyens ont aussi un rôle primordial à jouer, mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui qui existent ou beaucoup de conseils qui sont donnés sur ce qu'on appelle les éco-gestes. Vous savez, comment réduire notre consommation d'électricité, privilégier le train plutôt que l'avion, manger bio, manger moins de viande, etc. Mais je voulais on peut se le permettre. Quand on peut se le permettre, mais il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités d'action. Aujourd'hui, la palette d'actions individuelles, elle est infinie en termes de... on peut changer son fournisseur d'électricité, on peut changer de banque parce que les banques ont aussi un impact sur le climat. Enfin, il y a beaucoup de possibilités d'action. Mais ça ne suffira pas. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut agir sur les infrastructures collectives. Et c'est pour ça que dans le livre, je décris un peu l'étape suivante qui est celle des grèves qu'ont entamé les lycéens, des appels au boycott, des actions climatiques. C'est des actions climatiques. Ce sont des actions collectives qui ont un effet non plus seulement sur notre sort individuel, mais sur le sort collectif. C'est-à-dire que quand on se met en grève, quand on appelle à un boycott ou qu'on soutient un boycott ou quand on désobéit et qu'on se joint à une action de désobéissance massive, ce n'est plus seulement son sort individuel qui est concerné, mais c'est l'action collective. Et c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple, par exemple, de la pollution plastique grandissante dont on parle beaucoup, aujourd'hui, on ne peut pas demander d'un côté aux citoyennes et citoyens de recycler mieux et de faire attention à être plus vertueux dans le recyclage, s'il n'y a pas par ailleurs une régulation des entreprises qui consiste à réduire ce suremballage plastique dont on souffre tous aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire reposer sur les citoyennes et les citoyens. Vous venez de parler d'action de désobéissance civile. On va regarder un exemple de désobéissance civile. C'était au printemps dernier. Ça se passe à Londres. C'est une action du mouvement Extinction Rébellion sur un commentaire d'Éric Destiné de la RTBF. Dans cette gare de l'Est de Londres, tous les trains n'ont pas démarré. En guise de blocage, sur le toit de celui-ci, 2 personnes brandissent un message. Climat, urgence, agissez maintenant. À leurs pieds, cet homme au gilet jaune a collé sa main gauche contre la rame avec de la colle forte pour être certain de marquer les esprits.
Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. Nous avons tout essayé pendant 30 ans. Écrire aux députés, voter, tous les canaux institutionnels habituels. Rien n'a fonctionné. Les émissions de CO2 augmentent. Alors voilà ce que nous devons faire pour accélérer les choses, pour attirer l'attention. Je suis désolé. Très vite, la police vient déloger et décoller les manifestants. L'action coup de poing est terminée. Des scènes comme celle-là, on en voit dans la capitale britannique. Leur action s'appelle « Pause », comme un appel pour que chacun prenne le temps de réfléchir à l'impact de son comportement sur le climat. Mais imposer le blocage des grandes artères londoniennes pour cette cause ne plaît pas à tout le monde. La police a procédé à près de 300 interpellations. Finalement, l'action des citoyens, c'est la seule action possible. Vous ne croyez plus aux politiques. Vous avez parlé aussi, vous parlez dans le livre de Nicolas Hulot qui a démissionné en France. Il a dénoncé le poids des lobbies. Vous pensez que le politique aujourd'hui peut vraiment changer les choses ? Il le faut. On a besoin des politiques pour réguler les entreprises. On a besoin des politiques pour mettre en place des mesures qui permettent aux citoyens d'aller toujours plus loin. Aussi dans le domaine des transports, par exemple, on ne peut pas demander, et on l'a bien vu avec la crise des Gilets jaunes, on ne peut pas demander aux citoyens de moins prendre leur voiture ou de devoir renoncer à leur voiture si par ailleurs les politiques ne mettent pas en place des investissements qui permettent de se passer de sa voiture et de se déplacer en prenant les transports en commun, le vélo ou autre. Donc on a besoin de l'action politique. Et en fait, ces actions-là, on le voit, ces actions-là, elles ont pour effet de faire en sorte que la crise climatique devienne une crise politique. Et je pense que ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on gagne dans ce rapport de force vis-à-vis des responsables politiques pour qu'aujourd'hui, les responsables politiques n'aient plus le choix de mettre en place des politiques publiques qui soient à la hauteur de l'urgence climatique et à la hauteur de leur ambition affichée, encore une fois, sur le papier. Une autre action dont vous parlez, on n'a pas beaucoup de temps, c'est le boycott d'entreprises. Ça peut marcher ? Oui, ça peut marcher parce que les entreprises sont très sensibles à leur image, sont très sensibles à ce que disent leurs consommateurs, leurs clients. Et on l'a vu avec d'innombrables exemples concernant Nestlé ou Danone, que des boycotts peuvent faire changer des politiques d'entreprise et ça permet d'avoir des pratiques plus vertueuses à la fin. Donc oui, c'est un outil parmi d'autres. C'est pas le seul, c'est pas suffisant, mais avec l'ensemble de ces outils, je pense qu'on peut y parvenir. Un dernier mot à la fin du livre. Vous remerciez, vous rendez hommage à ceux qui utilisent leur corps comme moyen d'action, ceux qui assument l'illégalité de leurs actions. C'est un peu de la provocation ? Non, c'est pas de la provocation. Je leur rends hommage parce que c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de vraiment courageux de se dire à un moment donné, je franchis cette ligne jaune et j'assume la désobéissance, j'assume l'illégalité de mon acte. Je prends un risque quand même. Je prends un risque, je prends le risque d'être poursuivi en justice et c'est ce que font beaucoup de militants de Greenpeace. Vous avez fait parfois d'ailleurs dans votre vie. On a fait, ce que font beaucoup de militants de Greenpeace. C'est un peu la marque de fabrique de Greenpeace d'ailleurs. Exactement. Et c'est vrai que je leur rends hommage parce que ce sont eux, elles et eux qui parviennent effectivement à faire bouger les lignes, à faire en sorte qu'aujourd'hui la crise climatique, elle soit bien installée dans le débat public. Et maintenant, il faut qu'on passe du débat public à une action politique forte. Merci Jean-François Juillard. On ne joue plus, c'est le cas de le dire, manuel d'action climatique et de désobéissance civile. Merci beaucoup. Merci. D'être venu en parler dans le 64 minutes. On va rejoindre